Bonjour Jacques, Coucou, comment tu vas? ça va. Avant de parler de ton nouvel album L'importance du vide, je voulais savoir comment tu as commencé la musique. Je me suis dit ça, je me suis dit que j'allais faire de la musique de ma vie, je pense que j'avais 13 ans, 12-13 ans, et je vivais avec ma famille dans une maison où il y avait un sorte de grenier que mon père avait aménagé en chambre, et il y avait un endroit dans un placard, tu pouvais ouvrir, et là tu te retrouvais sous les combles dans un endroit qui n'était pas aménagé, genre vraiment, tu voyais les tuiles et tout. Et j'avais mis un tapis, et j'avais pris une guitare, et genre je squattais ce spot qui était le pire spot de la maison. Et là j'ai composé mes premières chansons. Et j'avais l'impression d'être dans un endroit interdit un peu. C'était trop bien. Et puis après le fait de décider d'en vivre et tout, c'était aussi parce que plus j'avançais la deadline là, d'avoir le bac, plus je me disais mais qu'est-ce que je vais faire derrière. Et toutes les options, je les trouvais nazes. Et puis moi je savais que j'aimais bien jouer de la gratte. J'ai toujours été persuadé qu'il n'y avait pas d'autre option que réussir dans la musique, sinon ça allait être galère. J'ai toujours eu confiance en le fait que ça allait marcher parce que pour moi c'est statistique à un moment donné quand tu passes un certain nombre de temps et tu as tout ton esprit qui est concentré sur un seul objectif. Franchement ça finit par y arriver, hein. Donc je me suis dit bah faut juste que j'y croie jusqu'au bout, tu vois, et que jamais je me suis fait un pacte un peu, tu vois. Au-delà de ta musique, il y a aussi ton image. Quand est-ce que cette réflexion est entrée en compte, où tu t'es dit, voilà, je vais me couper les vœux, je vais me présenter mon art de telle manière, etc. J'ai toujours eu une vision globale de ce que c'est que d'être musicien, parce que pour moi, la musique, c'est vraiment pas du tout qu'une question de musique. Et c'est étonnamment. Je dis ça parce que je pense il y a beaucoup de musiciens qui pensent il faut faire de la bonne musique, et que en fait, la musique, peut-être, elle peut marcher d'elle-même. Moi, je crois pas en ça, parce que je crois que en tout cas, dans ce qui est la musique pop, je pense pas que ce soit vraiment la musique qui soit au centre. Je pense que c'est le message, les paroles, et du coup, par extension, la personnalité de la personne qui a écrit les paroles. Et par extension, ses valeurs et son idéal. Et donc, en fait, les gens, ils adhèrent, ou pas à des instrus, évidemment, mais ils adhèrent surtout à un ami imaginaire. C'est un peu comme... ça remplace, en fait, tu vois, dans ce monde laïque et désenchanté, ça remplace un peu la religion. C'est les personnalités publiques qui incarnent certaines valeurs. On les aime ou on les aime pas, et c'est un positionnement social. De dire ah mais moi j'aime pas, ah mais tu vois, par exemple moi dans mon milieu ça va être ah Cyril Hanouna je l'aime pas, et d'autres gens ça va être ah mais lui ah mais Zemmour j'aime bien machin. En fait tu crées comme ça des espèces de cocktails d'approbation. Et je pense que la musique elle fait partie, en tout cas la musique pop fait partie de ça. Et moi je trouve ça bien parce qu'en fait ça veut dire que tu as des gens qui sont des artistes qui passent leur temps à faire de la zik et qui derrière peuvent influencer, participer voilà, à l'état d'esprit collectif. Et donc moi c'est ça qui m'intéresse aussi. Même si j'adore faire de la musique, et je pense que si jamais, voilà, si peut-être qu'un jour je me concentrerai que sur la musique, mais à ce moment-là je me ferai pas chier à faire tout ce qu'il y a autour. À partir de là, tu vois, quand j'étais gamin, je faisais des concerts et j'étais direct en train de réfléchir à quel truc on pourrait faire pendant le concert qui soit même pas de la musique et tout. Tu vois, quand on était au lycée, on faisait des batailles de PQ, enfin, tu vois, des trucs à la con comme ça, qui fait que les gens, ouais, comme ça, les gens, ils étaient là, putain, t'étais au concert de machin, c'était ouf et tout, ils ont tapé sur des trucs, je réfléchis à quels souvenirs ils peuvent avoir. Parce que souvent, t'as un spectacle ou de la musique, c'est un art temporel, mais après, le souvenir, il est comme instantané, t'as une photo, t'as une image forte. Donc, comment tu peux résumer, comment les gens, ils vont pouvoir résumer ce que j'ai fait en une image forte? Donc je pensais à des trucs comme ça, j'ai toujours essayé de faire des séances photos, des machins qui soient un peu chocs. Et après, au moment où je me suis coupé les vœux, ça avait rien à voir avec tout ça, c'était juste que j'étais... à l'époque, en fait, j'avais monté un squat dans le 19e, il s'appelle le Point G, et c'était en face d'une barre d'immeuble où clairement, moi j'étais en mode avec mes cheveux longs, petit bobo et tout, qui débarque et tout. Et j'en avais marre en fait qu'on me prenne pour le gars, tu vois. En fait, ça m'a saoulé. Et en fait, j'ai décidé de me raser le crâne, comme ça allait mettre une autre ambiance, tu vois. Et d'ailleurs, ça a trop marché. Parce que quand je me suis rasé,
Et ben direct les gens ils étaient en mode wow, c'est quoi ce gars, tu vois. Et ils ont arrêté tu sais, en fait ils pouvaient plus me catégoriser. Donc j'ai commencé à avoir cette coiffure. Avant j'avais pas les cheveux longs, j'avais tout rasé, j'avais laissé pousser sur les côtés, tu vois. Mais ça c'était 2 ans, 3 ans avant Tout est magnifique. C'était vraiment, ça a jamais été un truc qui s'inscrit dans une stratégie tu vois, d'image ou quoi. Après, ça s'inscrivait dans une stratégie d'image personnelle. Tu vois, c'est juste que c'était pas encore un truc lié avec ma carrière de musique que j'ai actuellement, où ça engage des gens, t'as un label, t'as un truc. Donc voilà, c'était vraiment l'effet, la perplexité que t'as quand tu vois ce mec avec une coupe chelou et tout. Et ben c'était un peu une barrière. Et il y a aussi le fait que auprès de tous mes potes ils étaient gênés. Et j'aime bien ce délire d'être. En fait, je trouve ça ouf d'être gêné pour une coiffure, quoi. C'est vraiment. Et puis ce qui est rigolo aussi avec les cheveux, c'est que les cheveux, tu sais pas vraiment à quoi ça sert. Ils sont là, genre. Donc autant triper, tu vois. Il y a vraiment personne qui peut me dire ça fait plus sens que toi ce que tu portes, ou que c'est vraiment une question de goût, tu vois. Donc il y a pas de. C'est pas comme si je faisais un truc vraiment pas pratique. Tu vois, si je décidais de prendre tu vois, je sais pas. Là, c'est tout aussi pratique que n'importe quelle autre coiffure, tu vois. Est-ce que le fait d'aimer un artiste ou de le détester, c'est aussi une manière de se situer socialement? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que je pense que l'humanité, tous les gens, ils doivent interagir entre eux pour dissiper de l'énergie, là, tu vois, ils sont là, tu vois, on fait des trucs, il faut s'occuper, il faut payer de la bouffe. Et que c'est vrai que les gens, ils fonctionnent mieux quand ils sont entourés de personnes qui leur ressemblent, qui ont les mêmes avis. Ça leur permet d'aller dans la même direction, d'être plus efficaces. Je pense que les gens, ils aiment bien s'identifier rapidement et qu'ils essaient toujours de s'identifier. Et il y a plein d'outils pour ça. T'as les habits, t'as les façons de parler, t'as les machins. Finalement, les gens qui se ressemblent, ils se mettent ensemble. Ça fait comme un espèce de nuancier, tu vois, d'arc-en-ciel, de palette en fait circulaire d'avis, d'opinions et de positionnement. Et c'est vrai que la musique, c'est un très bon moyen de situer les gens socialement, parce que bah, t'as des paroles, donc forcément, en fait, si tu fais des statistiques, t'as des artistes qui vont attirer certains types de gens, etc. Et c'est pour ça que les datas de Spotify, elles sont hyper valorisables, parce que ça dit tellement, la musique que t'écoutes, ça dit tellement de toi, c'est abusé. Globalement, ce qui ressort des haters de Wham, c'est ce mec est une blague. Genre, je suis un peu roi de la com, tu vois. Je fais de la com et en fait, j'ai pas vraiment de talent, tu vois. Et je suis et ma musique, elle est. Après, ça, c'est des trucs de hate vraiment basiques, genre c'est de la merde et tout machin. Mais non, mais globalement, le truc qui me touche le plus dans ce que disent les haters, le truc sur lequel je suis d'accord avec eux, c'est que je suis potentiellement une blague. C'est-à-dire, quand j'ai eu mes premiers articles là, dans des magazines un peu, dans des médias un peu cred, je me suis dit, ah ouais, ils ont pas peur de faire un article sur Wham. Genre, si ça se trouve, je suis naze. Et du coup, ils vont s'afficher, tu vois. Ils disent du bien de moi, alors que même moi, je suis pas sûr, tu vois. Et il y a un truc un peu où, du coup, ils ont baissé dans mon estime. Je me dis, ah, ils sont pas si bien. S'ils me veulent, c'est qu'ils sont pas si bien, tu vois. C'est comme l'autre fois, je devais faire une couverture pour un magazine, tu vois. Et j'ai vu la photo, j'ai vu le truc, j'ai vu mon interview et le truc, et je me suis dit, ça, si ça fait la couve, c'est que le magazine, il est pas top, tu vois. Et après, ils ont fait une autre coupe, tu vois. Et, mais ouais, en fait, ça, je suis d'accord. Mais depuis hier soir minuit, et ben, je pense que j'ai réglé ce truc-là. Parce que mon album a été uploadé sur toutes les plateformes. Et que c'est un album sur lequel j'ai vraiment bossé, dans lequel je me suis accompli artistiquement. Et c'est vrai que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, même si j'ai kiffé, je me suis bien amusé, ça s'adressait pas vraiment aux gens et c'était pas vraiment dans une démarche de générosité. Et là, je me suis vraiment saucé. Et je pense que j'ai vraiment eu envie de saucer les gens et qu'on se marre et tout. Et donc je pense que
En tout cas, cet aspect de est-ce que ce gars-là est une blague, je pense que c'est fini. Genre, mon album, il est beaucoup trop taffé pour qu'on puisse penser que je suis juste là en train d'essayer de prendre 10K sur des concerts en faisant du bruit sur des objets, tu vois. Genre, je pense que ça c'est derrière, tu vois. Okay. T'as appelé ton album L'importance du vide. Pourquoi? Comme je disais, j'essaye toujours de prendre un peu le contre-pied, c'est-à-dire que quand tout le monde va dans une direction, bah, je réfléchis à comment on pourrait faire autrement. Et là, c'est même au niveau, donc voilà, très fondamental, philosophique. Le monde est fait de plein et de vide. Et je trouve que on est tout le temps en train de regarder ce qui est plein et pas assez ce qui est vide. Dans mon premier disque, qui s'appelle Tout est magnifique, je montrais la beauté des choses qu'on considère pas forcément comme belles, en faisant de la musique avec des objets qu'on considère pas comme des instruments de musique. C'était tout mon propos. Et là, c'est juste une déclinaison encore plus élargie de ce même propos, qui est de dire, bah en fait, vous regardez, tu vois, là, tu vois une plante, bah moi, je vois le vide entre, tu vois. Et j'invite les gens à capter qu'en fait, le vide, c'est super important. Et ce que j'aime bien avec le vide, c'est que en fait, c'est super vague. Donc après, les gens, ils peuvent projeter ce qu'ils veulent. Mais t'as l'importance du silence, tu vois. L'importance des vacances. L'importance de dormir. L'importance de faire toutes ces choses qui sont jamais promues, en fait. Aujourd'hui, nous vivons dans une société chiffrée. Est-ce que les chiffres sont un indicateur pour définir la qualité d'une œuvre pour toi? Moi, je crois en les chiffres quand même. Je pense que quand t'as des gens qui écoutent au taquet, là, Vald qui fait son départ de ouf et tout, je pense que ça veut pas rien dire. Je pense que faut pas négliger les chiffres et je comprends pourquoi tous ces gens-là ils sont dans une conquête des chiffres. Par contre, je pense que les chiffres ils sont falsifiables, ils sont vraiment manipulables de plein de façons, tu vois, et que quand Vald il est dans le top mondial album, et ben c'est genre pendant une demi-heure parce qu'en fait en France, les États-Unis, tout le monde dort et que du coup bah il a juste eu le temps de monter et enfin tu vois, faut mettre en perspective les choses aussi, tu vois. Donc tant mieux si ça lui sert et que il arrive à faire jouer les chiffres en sa faveur et tout le monde a les mêmes outils. Donc s'il a réussi ça, c'est qu'il est meilleur que les autres parce que les autres auraient pu le faire, tu vois. Mais il faut quand même mettre en perspective les choses. Et après, il y a des trucs qui sont inquantifiables. C'est à quel point ça fait kiffer les gens, tu vois. Ouais, peut-être qu'en statistique, plus les gens ils écoutent, ça veut dire plus ils ont kiffé. Moi, en fait, c'est pas ça. C'est les gens ils kiffent des trucs qui sont pas forcément bons pour eux, tu vois. Et ça donne lieu à des maladies, tu vois. Et les gens ils vont tous bouffer de la merde parce qu'ils kiffent ça, tu vois. Et après, ils ont peut-être des maladies parce qu'ils ont trop bouffé de fast-food, de trucs à la con comme ça. Donc en fait, pour moi, c'est déjà prouvé que les humains, on sait pas forcément qu'est-ce qui est vraiment bon pour nous au long terme. T'as un paradoxe entre ce qui te semble bon à court terme et ce qui est bon vraiment à long terme. C'est tout le problème. Et en fait, ce qui fait que, ok, tu peux avoir de la musique qui est là à court terme et tout, c'est efficace et machin et tout. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer à long terme, tu vois? Et est-ce que cette musique, est-ce que quand t'écoutes toute la journée des trucs en mode dans un fantasme de gangster et de machin, est-ce que en fait ça va à long terme ça va te développer personnellement, t'ouvrir l'esprit vers des trucs positifs dans ta vie, ou est-ce que ça va alimenter des espèces de fantasmes qui n'existent pas tu vois? Donc en fait, il faut voir aussi ce que tu dis. C'est facile de faire de la démagogie. C'est ce qu'on a reproché à Orelsan aussi, tu vois, d'arriver en mode ouais tout va mal, le monde machin truc. Moi, j'ai trop kiffé. Après, en fait, il y a ce qui fait kiffer aux gens d'entendre, et après, il y a ce qui est la vérité, qui est pas forcément la plus facile à entendre. Et donc, je pense que artistiquement, bah, il y a des gens qui se positionnent un peu en démago artistique, et vont peut-être avoir plus de chiffres, tu vois. Et moi, je participe pas au concours de démagogie, tu vois. Et quand je dis démagogie, c'est pas forcément des propos, des trucs, des idées. C'est juste, voilà, aujourd'hui, arriver avec un beat trap, c'est de la démagogie artistique, tu vois. C'est juste que le peuple, le démo, tu vois, les gens, ils kiffent ça. Donc en fait, et moi je suis plus dans un truc de recherche, d'essayer d'expérimenter, de machin, qui est un peu rétro-futur. Tu vois, j'essaie de créer du futur tout en puisant dans le passé. Tu vois, je suis entre les deux, entre le passé et le futur. Et il y en a, ils sont dans le présent, tu vois, artistiquement. En parlant de ce que tu dis, est-ce que l'une des fonctions de l'artiste, c'est d'être démago et populiste dans le discours?
Je pense que personne n'a de rôle dans ce monde et qu'après les gens ils se donnent des rôles et que c'est vrai que je pense pas que tu vois, je suis pas du genre à dire ouais l'artiste son rôle c'est ça, tu vois. Chacun fait son délire et pour moi tout le monde est artiste. Je pense que par contre en tant qu'humain, tu vois, t'as un sorte de devoir et de checker qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui fait que vraiment à long terme les choses se passent de mieux en mieux et tout. Et t'as un devoir d'essayer d'aller dans cette direction. Donc quand t'es rappeur ou quand t'es artiste, bah je pense que t'as envie d'alimenter des fantasmes qui font que les gens ils créent une réalité qui est positive pour eux, tu vois. Et c'est quelque chose que je vois un peu, mais c'est toujours dans une culture très quand même violente et un peu négative et tout. En fait, il y a un peu un truc de colère dans la musique pop actuelle auquel je me reconnais pas, mais c'est parce que moi j'ai eu un vécu de bourgeois où j'ai pas eu de problème, donc évidemment t'as pas de problème, t'es pas en colère, tu sais. Donc après je veux pas dire ah ouais les mecs qui sont en colère ils font des trucs trop vénères et tout, bah ils ont le vécu qu'ils ont, tu vois. Après je pense que la sagesse et les longues carrières amènent forcément vers un moment donné, tu te rends compte, tu vois bien Orelsan, c'est l'exemple parfait du gars qui au fur des albums, tu te dis ah ouais. Ok, il grandit et maintenant il essaie de nous dire des trucs et tout, il réfléchit et tout, c'est beau quoi. Je suis content quand il se passe rien, au moins il se passe rien de mal. C'est pas ce qu'on voit aux infos, c'est la vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours. Je pense le mieux là dans ton média de réseau, si je dois en raconter un, c'était quand j'ai rencontré Booba, c'était abusé. J'étais en loge à Liège, tu sais, aux Ardentes. Et genre j'étais comme un ouf avec ma clé USB, avec mon instru, tu vois, en mode vas-y, il va y avoir Booba, du coup je prépare une instru, du coup et j'étais en stress de ouf, tu vois. Et je n'osais pas y aller dans la loge. J'avais l'impression, tu sais, en plus moi j'écoute pas beaucoup de rap en vrai, tu vois. Et du coup je suis hyper impressionné. J'avais l'impression qu'ils allaient avoir des sacs de sport avec des mitraillettes et en mode narche, tu vois. En mode le gang, je rentre dans la loge, je suis trop pas le bienvenu et tout, ça coupe des plaquettes et tout. Et alors que c'est trop pas l'ambiance, tu vois. Et voilà, et en fait du coup j'avais le cœur qui battait et j'y suis pas allé. Et après je suis allé dans le van pour repartir. Et là mon ingé son il fait vas-y je vais juste pisser. Et là je me dis ok il va pisser et tout, c'est pour moi, c'est mon moment. Je suis sorti du van et j'ai couru à la loge de Booba. Et en fait pile à ce moment-là, et ben t'as Booba qui sort. Et là, t'as Clément Animalson, un des gars qui fait ses instrus depuis le début. Et là, par chance, il y a Clément, il fait « Eh, mais t'es Jacques et tout, je peux prendre un selfie avec toi et tout ?» Et j'étais en mode « Oh putain, trop bien et tout, genre nickel de timing, de genre... » Du coup, je passe pas pour le vieux fan parce que son gars et tout, du coup, j'étais... Et là, du coup, Cop, il me fait il me regarde, il fait genre « Ah ouais, putain, avec ta coupe, t'as intérêt à faire du bon son et tout. » Et j'étais en mode... Tu sais, je savais même pas quoi dire, tu vois, j'étais en mode... Déjà, juste, il y avait trop d'infos, tu vois. Il y avait trop de... Ok, donc ça va de là à là, Booba, tu vois. J'étais wow. Et voilà, on n'a rien dit. Il a dit, vas-y, on écoute tout, et il a pris la clé USB, et fin de l'histoire, tu vois. Et en parlant rap, est-ce qu'il y a des rappeurs avec qui t'aimerais collaborer, toi? Pour le coup, Jul, j'étais fan depuis le début. Et on s'est retrouvés au Festival des Indés, là, un truc organisé là, par la mafia de la musique en France. Et genre, t'avais du coup plein de gens indépendants qui s'auto-offraient des prix, tu vois. Et t'avais tous les gens fat et tout, et puis t'avais Jul qui était là pour Mon Bijou. 32 millions de streams la première semaine, je sais plus, enfin un truc abusé et tout. Et donc il est venu, il a joué. Et moi j'ai halluciné, je pensais pas du tout qu'il viendrait à Paris, tu sais. Il était vraiment en terrain hostile, genre... c'était vraiment que la hype. Et il est venu, ils étaient nombreux, ils ont débarqué et tout. Et je suis là, et moi j'hallucine, donc je savais qu'il était dans le top, mais je pensais pas qu'il serait présent ici, donc j'avais même pas demandé, pour moi c'était évident qu'il viendrait pas. Et là, il se ramène, et là je vois qu'il y a Jul, et je suis en mode oh putain, il y a Jul, truc de ouf. Et du coup, la meuf qui présente l'émission, elle offrait les prix aux gens, et elle voit que je kiffe Jul, elle me fait attends mais tu kiffes Jul et tout, vas-y, ok, vas-y,
je te file le prix et quand je te dis tu montes sur scène. Et là elle monte sur scène et c'était la fin de Mon Bijou, où je sais plus ce qu'il avait joué en vrai. Elle dit machin, elle commence à dire bravo, truc et tout, et là elle fait oui, alors il y a quelqu'un en loge qui est vraiment fan de vous, il va vous donner votre prix et tout. Moi j'étais là avec. Et là je rentre sur scène et tout, et évidemment les gens genre ils se marrent, tu vois, parce que Jules il avait ta coupe, donc la coupe inversée de la mienne. Et moi j'arrive et tout, et Jules je pense qu'il s'est senti un peu traqué en vrai, tu vois. Il s'est dit ouais, c'est qui se guignole, qu'est-ce qu'on est en train de me faire. Il avait pas envie, tu vois comme il est, tu vois. Et donc moi j'étais un peu, genre je veux pas être intrusif, mais bon je te kiffe trop. Et je voyais bien que tous les gens, parce que moi c'était ça aussi ma position, c'est que il avait été là pour un truc de millions de vues, hein, un aspect quantitatif, comme on disait, tu vois. C'était ça son prix. Et moi ce que j'avais envie de dire, c'était que c'est pas une histoire de quantité là, c'est que le gars il est vraiment honnête et que c'est vraiment un truc de qualité. Et au premier rang, dans ce genre de prix, t'as que des gens qui écoutent pas du tout ce genre de zik, tu vois. Et qui se disent, ah ouais, c'est de la soupe, tu vois, pour eux, tu vois. Donc j'avais envie de le défendre. Parce que ces gens-là, finalement, moi je suis moins connu, 1 million de fois moins connu que Jules, mais ces gens-là, c'est des gens tu vois, de France Inter, de machin, qui, pour le coup, ils me kiffent moi, tu vois. Donc je suis un peu en mode, vas-y les gars, c'est Jules, tu vois. Et donc c'était marrant. Et après, voilà, j'avais une instru pour lui, et je lui ai fait écouter l'instru, et il a commencé à vibeser et tout. Et il y avait ses potes et tout, et genre, je sais pas, il y avait grave de monde, je savais pas qui faisait quoi et tout. Et il m'a filé son num, et après je l'ai appelé, et genre, ça s'est jamais fait, mais comme plein de trucs ne se font jamais, en vrai, des histoires comme ça, j'en ai plein, tu vois. T'as plein de gens avec qui je tente des trucs, et puis finalement, bah tu sais, pour le coup, Jules, évidemment, s'il m'avait relancé, s'il l'avait vraiment fait, je y serais allé, parce que c'est Jules, tu vois. Mais il y a plein de fois où finalement c'est moi qui peux pas, et des trucs, tu vois, donc je l'ai pas mal pris. On a fait genre 2 Skype, il avait posé des trucs qu'il m'a jamais envoyé. Et après, tu sais, Jules il change souvent de num parce qu'en fait il se fait tout le temps rattraper par des gens qui trouvent son num, tu vois. Le rappeur Abdelmalik disait que parler d'amour aujourd'hui, c'est une manière d'être subversif dans l'art. Est-ce que tu es d'accord avec ça? En fait, aujourd'hui, ce qui est subversif, c'est de dire la vérité. De toute façon, la vérité est toujours subversive en vrai, tu vois. Vu que les gens ne veulent pas la voir. Et la vérité, c'est que nous sommes chacun la cause de nos malheurs. Voilà. Et ça, c'est le truc le plus hardcore à dire parce qu'en fait, les gens, ils veulent pas entendre ça. Ils veulent entendre que c'est la faute à Macron et que c'est la faute à Elon Musk et à je sais pas qui, tu vois, et à Mark Zuckerberg. Et en fait, ça fait du bien d'entendre ça à court terme. Ah, mon malheur, c'est la faute à lui. Quand lui sera plus là, eh ben, ce sera le bonheur, tu vois. Mais c'est faux. Vos malheurs, c'est votre faute. Et ça ramène à l'effort. Et l'effort, c'est chiant. Tu vois. Et faire de la zik qui pousse à l'effort, bah, c'est chiant. Parce qu'en fait, du coup, tu fais des zik où t'as des paroles en mode, ah ouais, machin, indirectement, tu vois, tu peux pas arriver et dire, ah ouais, en fait, c'est votre faute, tu vois. Pour moi, le délire démago, c'est le délire de contestation des gens pseudo au-dessus, parce que ça conforte les gens dans leur faiblesse, et ça les conforte dans l'idée qu'ils sont pas maîtres de leur destin. Et en fait, pour moi, ils sont maîtres de leur destin, et en tout cas, faut nourrir, même dans un instant T, évidemment, si tu fais ça, machin, il y a les flics qui viennent te cueillir, si tu fais ça, évidemment, t'es pas complètement maître de ton destin, mais quand même, philosophiquement, si tu penses que tu l'es, eh ben, il y a beaucoup plus de chances que tu le sois, tu vois. Donc pour moi, il faut alimenter plutôt ces pensées-là, plutôt qu'alimenter des pensées du contraire, tu vois. Tu commences ton projet avec le morceau La Porte s'ouvre. J'ai trouvé assez philo ce titre. J'aimais bien ce truc-là parce que la porte, elle s'ouvre, tu vois. C'est comme au lycée, t'avais un truc, c'était pour voir, je sais plus quoi, le taux d'oxygène ou d'H2O, de je sais plus quoi. Tu mettais ce qu'on appelle de l'eau de chaud. Je sais pas si tu te rappelles l'eau de chaud. Et genre la conclusion de l'expérience, c'était l'eau de chaud se trouble. Parce que l'eau de chaud, en contact avec je sais pas quoi, elle se trouble. Et pour moi, c'était l'eau de chaud se trouble, tu vois. Et elle est tout le temps en train de se troubler parce qu'elle sert qu'à ça, à se troubler, tu vois. Et du coup, dans ma tête, j'étais en mode, ah, l'eau de chaud se trouble. Et quand les choses se passaient bien et tout, j'étais en mode, ah ouais, l'eau de chaud se trouble, tu vois. Genre, le truc qui est censé se passer, se passe, tu vois. Et bon, l'eau de chaud, c'est un peu pointu comme ref. Mais porte s'ouvre, je trouvais ça bien, tu vois. Parce que la porte, vraiment, si elle s'ouvre pas, c'est un mur, en fait. Sa vocation première, c'est de s'ouvrir. Donc, il y avait un peu un truc comme ça pour le premier morceau de l'album. C'était un peu comme de dire, bah, porte s'ouvre, bah,
Jacques fait un album, tu vois. C'était genre juste, je suis fait pour ça, tu vois. Donc je le fais, tu vois. Souvent, quand il y a un problème, c'est juste que t'as pas encore capté la solution. C'est que t'as pas encore vu qu'il y avait une porte. Et puis quand la porte s'ouvre, et tu dis, ah, mais il y avait une porte, en fait. C'était sûr qu'il y avait une porte. Il y a plein de fois où t'es vraiment persuadé qu'il n'y a pas d'issue possible à cette situation. Et en fait, il y en a une. Et quand elle arrive avec le sentiment que elle avait toujours été là, tu vois. C'est comme une vision un peu magique de la vie, où tu te dis, bah, c'est pas qu'elle a toujours été là, c'est qu'elle est arrivée en modifiant le passé, et elle a créé un passé dans lequel elle a toujours été là, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, c'est comme si on vivait constamment dans le présent, et il se passe des trucs qui arrivent accompagnés de leur passé. Et on te reprogramme tout ton passé, tu vois, en disant, ah, il y avait toujours eu ça. Je crois qu'il y a un épisode de Rick et Morty un peu avec ça. En fait, c'est un esprit d'inventeur, ce que j'écris là. Je pense que les inventeurs, ils sont capables de créer des réalités parallèles et qui arrivent avec une justification technique de ah bah oui, c'était possible depuis tout ce temps-là, tu vois. L'électricité, tu vois, ou l'avion. T'arrives et voilà, ils ont ouvert une porte, ils ont élargi ce qui était en fait qui existait. Avant eux, c'était impossible et maintenant c'est possible et ça a toujours été possible, tu vois. Et c'est ça que j'essaie de dire aussi dans Porte s'ouvre, tu vois. Tu as aussi un morceau qui s'appelle Ça se voit. Il parle de quoi ce morceau? J'avais un pote au lycée qui était méga mytho, il arrêtait pas de mitonner, tu vois. Méga bourré, tu vois. Un jour, il a raconté à un pote, il a dit, mec, je te dis un secret, je peux faire croire n'importe quoi à n'importe qui, tu vois. Il lui a dit ça, tu vois. Alors qu'on savait tous que le gars, c'était un gros mytho, tu vois. Et lui, dans sa tête, il pensait que, genre, il avait un don pour faire croire des trucs aux gens, tu vois. Et genre, c'est ouf, tu vois. Et c'est là, tu te dis, mais les gars qui font genre dans leur vie, ils pensent que ça se voit pas. Donc, je fais un morceau pour leur rappeler que, en fait, ça se voit, tu vois. Et bon, il y a les mythos, ils sont marrants. En vrai, c'est un manque de confiance en soi, tu vois. Et après, t'as des gens qui sont pas à leur place parce que juste, ils ont pas les outils pour se prendre en main. Parce qu'ils ont pas eu les parents qui leur ont appris bien à le pouvoir de la décision, de se dire, moi, je vais faire ça, c'est moi, c'est comme ça. Ils pensent que tous les autres autour, ils sont plus forts qu'eux, ils savent qu'ils ont des avis. Il y a plein de gens comme ça qui n'ont pas d'avis, qui savent pas comment on fait pour avoir un avis, être là, prendre une décision. Et c'est assez dramatique, tu vois. Ça fait des vies où finalement, t'es là, tu te fais balloter en fonction des désirs de tes proches, tu vois. Que t'as tes parents qui veulent que tu fasses ça, du coup tu fais ça. À moitié, t'as des potes qui sont admiratifs de ça, du coup t'essayes de faire ça à moitié. Et en fait, t'es là, dans le vent, quoi. Et c'est aussi ça, tu vois. Il y a des fois, il y a des gens qui me disent, mais vas-y, mais fais ton truc, en fait. Genre, parce que ça se voit que t'es pas bien, bon, ça se voit que t'es pas à ta place. Au lieu d'être qui tu es, tu y penses et ça se voit. Je pense souvent aux gens qui sont associés à des marques à cause de leur métier. Genre, ils ont un t-shirt orange, ou ils ont un truc, tu vois, le technicien free, tous ces gens qui appartiennent, dont les journées sont, ils donnent leur journée à des grandes marques, tu vois, et ils sont obligés de porter la casquette McDo, le machin et tout. Et ça se voit qu'ils le portent mal, tu vois, que genre clairement ils ont pas envie d'être là, ils sont pas à leur place. Et que juste ils sont là, ils ont besoin d'un salaire et tout. Et il y a des gens qui le portent bien et genre c'est leur vie, tu vois. Et il y a des gens, tu sens qu'ils sont là juste pour une raison précise et après ils vont se casser, tu vois. Et je trouve que ça se voit et ça me fait un peu rêver parfois. Je me dis, ah ouais, mais lui quand il va enlever sa casquette McDo, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi son projet? Parce que c'est clairement pas ça son projet, ça se voit, tu vois. Je pense qu'on décide ce à quoi on accorde de l'importance. Et je pense qu'on a tendance à ne voir que certains maillons de la chaîne dans la vie, tu vois, et donc t'accordes de l'importance à être bien sapé, par exemple, parce que tu trouves que c'est important. T'accordes de l'importance à avoir un appart bien, machin, et toutes ces choses-là, elles sont liées à le fait de pouvoir gagner de l'argent, d'avoir un salaire qui te permet d'avoir ces trucs-là qui pour toi sont importants. Et après, ce salaire et un autre maillon de la chaîne, bah du coup, il faut que je travaille. Du coup, pour ça, faut que je travaille, bah, il faut que je fitte dans le moule du travail, tu vois, dans le milieu du travail. Du coup, il faut que je sois bien habillé, faut que j'ai du parfum, faut que je machin. Et en fait, ça tourne en rond, tu vois. Et c'est bloqué comme ça dans un espèce de truc de... Pour dormir, il faut l'appart. Pour l'appart, faut bosser. Pour bosser, faut être en forme. Pour être en forme, faut dormir, machin. Et jamais, à un moment donné,
élargir ton cercle ou aller tourner dans un autre cercle, tu vois. Forcément, il y a une prise de risque. Si tu veux être toi-même, parce qu'on est là, on est tous habités de pulsions qui sont hors de ce cercle, tu vois, qui sont inutiles au fonctionnement rationnel de la société. On a tous des envies, tu vois, il y en a des gens ils kiffent se trave la nuit, ils l'assument pas. Il y a des gens, ils kiffent, je sais pas, tu sais, il y a des gens, je pense, ils bouffent leur crotte de nez, tu fais un truc chelou, tu sais, j'en sais rien. Il y a des gens, ils sentent leur paix, là, tu sais, le gars du match, là, tu vois ce gars ou pas? Le gars, l'entraîneur, là, qui sent ses paix, là, devant les caméras. T'as des gars, ils ont des trucs chelous, tu vois. Et c'est souvent des trucs inutiles et qui amènent les gens dans des impasses. Ils disent mais ça sert à quoi? Tu vois, pourquoi tu fais ça? Et les gens ils aiment pas être dans des questions comme ça, donc ça les fait soit rire, parce que le rire c'est quand même un rictus, à la base c'est une explosion de gêne, tu vois, de malaise. Et en tout cas c'est un pop dans le cerveau, du coup t'es là en mode incompréhension, du coup je rigole, tu vois. Et donc voilà, et donc soit ils rigolent, soit il y a des gens ils sont fascinés, soit ils repoussent. Mais quand même sur une base, à la base, première réaction c'est de repousser, tu vois. Et c'est que quand t'insistes qu'ils commencent à soit rigoler, soit être fasciné, soit vraiment. Et donc il y a une zone entre le moment où t'es normal et le moment où t'insistes, il y a une zone méga dangereuse où juste tu te fais repousser par tous tes potes et tu te fais têche, tu vois. Et c'est cette zone-là en fait qui est pourrie, que je souhaite à personne. Et pour citer Vald, Devient génial, pour moi c'est un morceau qui parle de ça. C'est soit t'es méga normal, tu vas galérer en vrai, parce que ce monde est cruel, tu vois. Soit il faut vraiment que tu sois génial, mais si tu tombes entre les deux, pire délire. Être l'artiste d'une bande de potes, tu vois, être le gars chelou de la bande, c'est pire délire. Donc mieux vaut être génial, comme ça t'insistes vraiment sur le délire, genre tu fais tous les trucs et tu les assumes, et du coup les gens putain, au lieu de dire putain lui il a un délire chelou et ça se voit, et ben les gens ils se disent putain lui aussi il a un délire chelou, sauf que lui il l'assume, tu vois. Et du coup c'est là où arrive la fascination. Ouais, le délire, ça y est, c'est un artiste, officiellement c'est un artiste. J'ai fait pas mal d'interviews et les gens ils ont pas des bonnes questions. Et toi t'as des bonnes questions, mec. Putain, mais vraiment, genre j'ai fait des interviews et des fois tu te dis mais c'est pour des gros médias, mais les gens ils en ont rien à foutre, ils n'ont rien préparé, tu vois. Et quand mon frère il m'a dit vas-y on fait le truc, je me suis dit vas-y ok, je suis chaud de faire une vraie interview où on va vraiment pouvoir discuter, tu vois. Parce qu'en fait j'en ai toujours pas fait. Voilà, donc ça fait plaisir.